Le Club Radioscoop. Radioscoop. Ouverture du Club Radioscoop. Alors j'ai oublié de mettre ça, voilà, pour commencer. Je sais pas si on va bien m'écouter. Peut-être que ça va faire une voix vocodée. Joachim, t'en as produit combien des masques comme ça? Parce que depuis, depuis l'une de tes premières dates, et c'est toujours la même forme. T'en as produit combien? Faire 3 fois 100 000, 300 000 peut-être, un truc comme ça, ou 330 000. Depuis les années 2000? Je crois que la première fois que j'ai fait, c'est un peu plus tard, hein, je crois que la première fois que j'ai fait les masques là comme ça, c'est 2000. C'est durant la tournée, donc c'est 2008. Donc depuis 2008, j'ai dû faire, je sais pas, c'est Benjamin qui sait parce que c'est lui qui avait passé les commandes, mais on faisait par 100 000, mais quand ça arrivait au studio, je peux te dire que les cartons. Là, non mais tu dois avoir un hangar où il y a que ça, non? Ouais, il y avait un hangar. Ouais, d'ailleurs, ça c'est le signe. Comment il y a un hangar. C'est le signe distinctif de Joachim Garraud. Joachim Garraud qui est DJ producteur et pas chanteur, pas encore. Peut-être que plus tard, pas chanteur. Non, je te rassure, non. DJ producteur et aussi libraire, écrivain, parce qu'il a sorti un livre. Il a sorti un livre qui s'appelle I Love My DJ Life. Je vous le montre à l'écran. Il est massif. I Love My DJ Life, on va en parler forcément. Je suis en compagnie de Victor Nova aussi, qui fait partie de l'équipe des DJ de Radioscoop. Je suis très content que tu viennes dans l'Annexe Digital. Je suis très content de te recevoir, Joachim Garraud, pour ce livre incroyable, I Love My DJ Life, 528 pages, 60 heures de vidéos que vous allez pouvoir retrouver grâce à des QR codes. Et le nombre de QR codes, c'est 579. Ouais. Faut être précis. Il faut 2 jours de congé pour le lire entièrement. Donc j'ai posé 2 jours pour le lire en entier et je ne suis pas arrivé jusqu'à la fin. C'est encore 2 jours de congé, c'est sans interroger les QR codes. C'est juste la lecture, hein, parce que t'as quand même, t'as 60 heures de vidéo en plus. Ouais, c'est vrai. I Love My DJ Life, c'est à la fois une biographie, l'histoire de ta vie. C'est un parcours incroyable parce que il t'a fallu beaucoup de temps pour réunir toutes ces archives, réunir toutes ces anecdotes et toutes ces interviews. C'est ce qu'il y a à l'intérieur de ce livre. Ben c'est ça, oui. Enfin, l'idée c'est que ça a commencé par une idée de partager la chance que j'ai eue de connaître plusieurs époques et de voir l'évolution du métier de DJ. Et puis je voulais vraiment raconter cette histoire-là en m'appuyant sur des documents que j'ai, des documents authentiques. C'est vrai que je suis fier de dire que dans le livre il y a 1200 photos originales qui sont des photos authentiques. Alors il y en a certaines qui sont de mauvaise qualité, forcément parce qu'elles ont été prises dans les années fin 80, parce que le livre commence quand je suis jeune, parce que j'ai eu la passion un peu comme Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais jeune, tu vois. Et donc du coup très très jeune. Donc le livre commence dans la fin des années 80 et va jusqu'en 2026. Et donc au début des années 80, avoir des photos de bonne qualité en digital, c'est pas possible, ça n'existait pas. Donc on n'avait pas les smartphones, on n'avait pas toute cette technologie. Donc je suis content de dire que j'ai regroupé au sein d'un livre des anecdotes, des interviews, des vidéos exclusives grâce au QR code, tu en as parlé, et de partager ces 40 ans d'archives avec avec tous les gens qui sont passionnés de radio, de DJ, de matériel, de soirée. Et je me rends compte, parce que le livre est sorti le 6 février, donc ça fait un peu moins d'un mois, et on en a vendu déjà beaucoup, puisqu'on est reparti en tirage, parce qu'au départ, je pensais n'en faire que 500, et puis les 500 sont partis en 10 jours, enfin 12 jours, donc du coup, on en a réimprimé 500 qui arrivent, et je me suis rendu compte que il y avait beaucoup plus de gens qui avaient une passion, ou en tout cas un intérêt sur soit la radio, soit la musique électronique, soit les DJ, soit les soirées, et beaucoup plus que ce que je l'imaginais. Je pensais m'adresser à une communauté assez restreinte. Ouais, t'as été surpris des ventes, du démarrage, ouais. D'abord parce que comme tu l'as dit, c'est un livre qui est assez imposant, ça fait 528 pages, c'est un livre qui est vendu assez cher au profit de la recherche contre le cancer. Oui, je l'ai pas dit, ouais. À 89 €, donc 89 €, c'est quand même un certain prix, tu vois, avec livraison incluse, avec les frais de port inclus. Et
donc je m'attendais à ce qu'il y ait des passionnés, quoi, mais je m'attendais pas que ça soit. C'est surtout les messages que j'ai de retour là, les gens qui me disent ça me rappelle une partie de ma vie, ou ça me rappelle un instant précis où j'ai eu envie de devenir DJ, où j'ai connu la radio, ou voilà. Et donc du coup j'étais vraiment surpris par la diversité des gens. Voilà, je m'attendais à ce que ça soit un peu tout le temps des DJ qu'elle allait l'acheter, voilà, tu vois, parce que c'est un livre qui s'appelle I Love My DJ Life, donc je dis ça va très. Mais non, en fin de compte, pas du tout. Hein. J'ai peut-être 20% des gens qui sont un peu DJ, si tu veux, mais il y a 80% des gens qui sont reliés à la musique électronique ou à une époque électro, ou enfin tu vois, voilà. Ça reflète bien aussi ton personnage depuis toutes ces années, que ce soit à la radio, via les podcasts, via les soirées, via ta musique. Donc en fait, tu touches beaucoup de gens dans notre milieu, donc forcément ça pouvait que toucher beaucoup de monde, et surtout beaucoup de passionnés, parce que avant tout c'est un livre où tu montres ta passion, et on prend vraiment une dose de passion. C'est très inspirant j'imagine que tu l'as fait aussi pour la jeune génération, pour dire que tout ce qui passait. C'est un peu ce on appelle ça legacy. C'est ça, c'est une transmission d'un espèce de 40 ans de parcours. Et puis moi j'ai vraiment eu la chance de démarrer avant que le métier de DJ existe réellement, à vrai dire. Enfin, en tout cas, il existait dans une forme primaire qui était vraiment différente de celle d'aujourd'hui, parce que au départ, c'est ce que je raconte dans le livre. Il y a un chat qui arrive. Attends, tu peux te pousser un petit peu, s'il te plaît? Ce que je raconte dans le livre, c'est qu'au début, fin des années 80, personne ne veut être DJ, parce que d'abord, c'est pas un réel métier. Et surtout, il n'y a pas d'argent. On est moins bien payé que le barman, ou moins bien payé que le portier. C'est ce que j'explique. Et puis, on est assez peu. Enfin, on n'est pas considéré comme des artistes. On est des gens qui vont sélectionner des titres et qui vont faire danser des gens. Et ça, c'est quand même l'ADN du DJ, c'est faire danser les gens. C'est ce que j'aime moi aussi, faire ça chaque week-end, enfin en tout cas de faire danser les gens. Et 40 ans après, le métier a totalement changé. Les DJ vendent des billets pour remplir des stades de 80 000 personnes seulement sous leur nom, tu vois. Et les gens viennent et les gens passent leur temps à filmer. Bon, ça peut être un problème, effectivement, avec leur téléphone portable. Mais en tout cas, juste pour dire que l'évolution de ce métier a été tellement dingue, que ça soit du matériel, parce que là je te parle partir avec des platines cassettes, des platines vinyles, et puis arriver aujourd'hui avec une nouvelle technologie qui permet de faire de la musique en direct avec des concerts, quoi. Je voulais expliquer tout ça, toute cette histoire, et comme j'avais la chance d'avoir conservé toutes les archives, je voulais les partager à la nouvelle génération, parce que je trouve que ce livre-là, quand on est DJ, quand on est jeune DJ ou qu'on démarre dans le DJing, le lire, ça te donne un sens, bagage monstrueux de te dire de tout ce qui a été fait avant, et en plus ça me permet de mettre en avant un proverbe africain que j'adore, qui dit quand tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Et ce proverbe-là te dit que quand tu regardes d'où on est venu, l'histoire de DJ, ça te donne une bonne idée de là où tu peux aller. Joachim Garraud, il est habitué aux objets collector, comme je le montrais en tout début d'interview, le masque, que ce soit son album aussi qu'il avait fait en version collector, il y avait plein de petites cartes à collectionner, les stickers, ça fait partie de ton ADN d'avoir des objets. Et là, ce gros objet, moi je conseille à tous les DJ, tous ceux qui sont proches aussi de DJ, ou tous ceux qui ont envie de s'investir là-dedans, d'aller se le procurer. Et ça a été en rupture, là c'est revenu en ligne, hein. Oui, c'est bon. Là, non, mais on a, enfin, il y a pas ici, il y a une rupture de stock, mais qui va être de quelques jours seulement, puisque on a relancé tout de suite l'impression. J'ai un imprimeur qui est super, qui a été vraiment très flexible avec nous, qui est aussi un passionné. Tu vois, c'est ça qui est dingue, c'est que objectivement, même l'imprimeur, c'est quelqu'un qui était un peu un Space Invaders, et il était tellement fier de produire ce livre dans son imprimante, dans son impresse. Non, c'est pas une imprimerie, voilà. Imprimante, c'est le petit truc carré. Imprimerie, c'est carrément le papier est de qualité en plus, hein. Ouais, alors le papier justement, est de qualité. Je sais pas, j'avais pas prévu. Le maximum que je pouvais.
J'avais pas prévu de poser cette question, mais j'ai pas prévu de dire ça, mais j'ai trouvé que le papier, il était vraiment de qualité. Le bouquet, il est de qualité. 180 grammes. Voilà, il est à l'intérieur aussi. Tout ce qui est dit sur toute ta vie, sur tous tes événements, c'est incroyable. Moi, je vous conseille vraiment de l'acheter. On va pas rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de choses, il y a plein d'anecdotes. Ça pourrait durer pendant des heures. Il y a plein de choses qui sont très importantes, qui sont très fondatrices et fondateurs pour des DJ et ça a fondé aussi toute ta carrière. Est-ce que il y a quelque chose? Moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas dans le livre? Auquel tu as pensé? C'était des choses qui étaient un peu moins, qui étaient plus des détails où j'ai mis toutes les choses importantes et j'ai retrouvé récemment des petits trucs. J'ai dit tiens, dommage, j'aurais pu parler de ça, mais c'était vraiment des petits détails. Tu vas les mettre dans les QR codes. Voilà, tu vas les mettre dans la geek zone. L'avantage. Alors je te le dis, l'avantage, parce que aujourd'hui on enregistre cette interview le 2 mars et tous les mois je mets à jour ce qu'on appelle la geek zone parce que dans le livre il y a une zone spécifique. Tu verras à la fin, c'est page 529, un truc comme ça vers la 24. fin. 524 la geek zone, voilà. 524. Donc dans la geek zone, c'est un espace que je remets à jour tous les mois où je mets en plus des nouveaux QR codes ou des nouvelles choses que j'ai pas pu partager. Voilà. Donc je m'occupe de ça et je fais ça une mise à jour tous les mois. Voilà. La personne que tu as oublié, c'est pas grave, hein, parce qu'il est avec moi, je te l'ai emmené. Il s'appelle Victor Nova, il fait partie de la team des DJs sur Radio Scoop. Il t'a fait venir dans son club on a mixé plein de fois ensemble. Et j'avais à cœur de l'inviter parce qu'à chaque fois que j'ai un invité dans le club, j'oublie de le faire venir. Et des fois, il a des bonnes anecdotes avec les invités. Là, je t'amène, tu viens ici, et je t'amène Joachim Garraud, tu pourras lui dire les petites anecdotes. Tu avais des questions aussi à lui poser? Ouais, alors moi j'ai des questions qui sont plus de l'ordre de technique dans l'évolution de ce qu'on vient de dire. Là j'ai vu notamment un truc qui m'a très interpellé dernièrement, c'est que j'ai vu que tu es en collab avec L Acoustics. Ah oui, c'est vrai. J'ai vu ça. Oui, ça c'est... Donc j'ai dit, par rapport à la technique que tu m'avais expliqué la première fois qu'on s'était vu, t'étais sur le développement où tu avais développé à l'époque la CDJ 2000. Non, c'était la DJM 800. Ou la DJM 800, oui. Un peu sur la t'avais bossé avec Pioneer, ouais. Et ça, ouais. Je me suis rappelé de ce moment où tu m'avais expliqué ta collab, enfin ton rapprochement avec Pioneer. Et là, je me suis dit, L Acoustique, qu'est-ce qui va bien aller faire avec L Acoustique? Pourquoi? Alors, par rapport à tes compétences techniques, je le sais. Mais je me suis dit, en quoi Joachim va aller développer quelque chose avec L Acoustique, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière? Alors oui, c'est dans les pages. J'ai fait une page où j'explique justement ma collaboration avec L Acoustique parce que j'étais très content de pouvoir collaborer avec L Acoustique, qui est une marque française que j'adore, qui est l'exception, enfin qui est la performance optimale aujourd'hui dans le son. C'est-à-dire que tu sois DJ, musicien, c'est la page 502. Voilà. La page 502, il y a une page qui s'appelle L Acoustics DJ. C'est une nouvelle marque qui a été déposée par L Acoustics et qui est un espèce de comment je pourrais expliquer ça? C'est un système qui permet de spatialiser la musique en temps réel à partir de la sortie stéréo de ta table de mixage. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a la possibilité de séparer les stems. Tu sais, par exemple, tu mets ta clé USB dans un lecteur Pioneer et tu vas pouvoir mixer que la basse ou enlever la percussion ou enlever les drums, garder que la voix, l'acapella. Ça, c'est parce que ça passe via une clé USB. Et que la clé USB, elle est analysée. En fait, quand ton fichier, il est analysé. Mais qu'est-ce qui se passe si, par exemple, si toi, tu joues du vinyle ou si tu es en train de faire un concert live avec quelqu'un qui chante ou quelqu'un qui joue de la basse ou je sais pas quoi. Tu peux pas le faire parce que tu ne peux pas l'analyser parce que ton fichier n'est pas enregistré ou en tout cas, il n'est pas digitalisé au clin d'une clé USB. Et L Acoustics a développé une technologie qui permet de faire ça en temps réel à partir de la sortie stéréo de la table de mixage. Ce qui est dingue parce que ça veut dire que tu mixes n'importe quelle source, et au final, tu te retrouves avec un iPad sur lequel tu peux séparer
la basse, le vocal, les drums et puis ce qu'on appelle les odeurs, les autres, c'est-à-dire les synthés. Et tu peux le positionner dans l'espace pour faire un mix immersif. Parce que la spécialité d'El Acoustics, c'est qu'ils ont développé il y a quelques années un système qui s'appelle ELISA qui permet de mixer ce qu'on appelle en Dolby Surround, ce qu'Apple a appelé le spatial audio pour les AirPods, tu vois. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle du son immersif. Et pour faire du son immersif, il faut donc placer ce qu'on appelle des mix-objets, des objets dans l'espace. Eh bien, grâce à ma rencontre avec El Acoustics et avec le développement de El Acoustic DJ, maintenant on peut faire ça en live. Et pour moi, c'est une vraie révolution. J'ai fait un concert en France, c'était il y a quelques semaines, c'était pour la Biennale du son, le Mans Sonore, où c'est une espèce de truc un peu spécifique. Et j'étais dans un dôme 360 où tu mixes en 360. Les gens, ils ont pris une vraie claque parce que tu prends la basse, tu la fais au tempo, tu la fais bouger, non pas gauche-droite, mais devant, derrière, au-dessus d'eux. Et tu prends la voix, tu la fais spatialiser. Ouais, c'est vraiment super de faire ça en temps direct. Donc voilà, ça c'est ma collab avec El Acoustics. Top. Non mais j'avais déjà vu, t'avais posté quelques vidéos justement sur des essais que tu faisais pour faire comprendre aux gens cette fameuse spatialisation des éléments. Et je te voyais tellement excité sur la vidéo. Je dis mais ça c'est en fait c'est tout lui parce que c'est comme un gamin. Le gars on dirait qu'il vient de découvrir comme tous les DJ quand on a découvert la première fois. Le dernière platine à la mode ou le truc technologique, on pensait pas que ça pouvait exister. Et le gars, il nous parle d'un truc que aucun DJ, enfin, on parle pour les DJ, mais que c'était possible de faire. C'est-à-dire, le gars, il te sort une vidéo d'un coup en te disant, ouais, alors la basse, elle tape là, mais on peut l'avoir dans le dos. Et puis si je veux changer la fréquence, je sais pas quoi, et on peut l'avoir à droite et à gauche, on fait ce qu'on veut. Ok. Ouais. Il y a 99% des gens n'utilise pas la totalité, 100% des capacités du matériel, et lui, il va te dire qu'il spatialise le son. Mais parce que tu sais pourquoi j'ai fait ça, c'est parce qu'aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie, c'est que 90% des gens écoutent la musique au casque. Oui. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de gens, enfin dans les 10%, c'est les gens qui écoutent la musique en voiture bien souvent, mais il y a très très peu de gens qui écoutent de la musique chez eux en dehors, enfin sur ce qu'on appelle des bars de son, tu vois, et alors les gens qui écoutent sur des enceintes comme moi ici en studio, on est très très rare en fait, c'est vraiment des professionnels. Mais par contre, plus de 90% des gens écoutent au casque, et les casques maintenant sont tous spatialisés. Donc si tu veux, la musique immersive maintenant va devenir par défaut un mix que tu dois faire obligatoirement quand tu produis de la musique. Et c'est pour ça que j'étais content de me rapprocher d'El Acoustics, parce que j'ai le dernier album que j'ai produit qui s'appelle OVP 3, je l'ai mixé en immersif, et le son, il est dingue. J'ai jamais eu un son comme ça. C'est un son vraiment de relief, de 3D, c'est hyper agréable. Enfin, franchement, alors, du coup, dans un mixage comme ça, alors là, je vais peut-être aller plus en profondeur pour les techniciens, mais quand tu fais... Non, mais c'est pas une émission spécialisée pour les techniciens. Non, mais on va rester quand même assez populaire dans les termes. Mais quand tu mixes, c'est-à-dire que tu fais tes arrangements, etc., pour que les sons ne se chevauchent pas, etc. Comment la spatialisation du son que tu dis en immersif, est-ce que ça nécessite d'avoir informatiquement des machines ultra élaborées? Est-ce que non? Non, pas du tout. C'est des logiciels, ce qu'on appelle les encodages. Avant, tu encodais du MP3 pour écouter sur ton iPod. Ben là, c'est l'encodage qui s'appelle AWMF qui permet d'encoder. Mais c'est des trucs, voilà. Mais objectivement, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué. Il faut apprendre un peu, mais quand on mixe, en tout cas en tant qu'ingénieur du son, un album en immersif, on a beaucoup plus d'espace forcément, parce que la stéréo c'est gauche-droite. Là, quand tu es en immersif, tu as 360 degrés, tu as même au-dessus ce qu'on appelle l'élévation, tu as même du son que tu peux mettre au-dessus de toi. Bref, mais c'est pas très compliqué, et ça demande pas beaucoup de matériel supplémentaire. Voilà. C'est passionnant tout ce que vous racontez, mais c'est normal parce que Joachim Garraud, il a toujours un temps d'avance sur ça. Par contre, mettre des écouteurs en roulant en trottinette ou en
en vélo, c'est déconseillé parce que vu que le son il est encore plus immersif, on n'entend plus les, on n'entend pas. Il faut faire attention. Petite, petit message de prévention. Non, ça ne fait jamais mal. Voilà, exactement. I Love My DJ Life, je rappelle, c'est un livre où on parle aussi de technique, où on parle de toute la vie de Joachim Garraud, de toutes ses collabs. Il y a plein d'interviews très intéressantes. On retombe aussi sur plein de noms de DJ qu'on avait oubliés. Il y avait des noms que j'avais oublié qu'ils existaient, et ça m'a replongé dans des souvenirs incroyables. Donc je vous laisse aller sur joachimgarraud.com, aller commander votre livre objet qui est un vrai livre objet, puisqu'on va pouvoir le poser sur une table basse. Il est très beau, il est très beau, il est très esthétique. Je suis très content. C'est la taille d'un vinyle, c'est 30 cm sur 30 cm. Ça fait 4 kilos, c'est vrai que c'est assez épais, mais comme tu le disais, c'est lourd parce que justement, j'ai pris un papier qui était un peu grammé, ce qu'on appelle 180 grammes, qui est un beau papier, parce que pour moi, je voulais faire qu'un seul livre comme ça, donc je voulais faire le plus bel objet possible, surtout qu'en plus, on arrive dans une époque où, si tu veux, il y a de moins en moins d'objets consacrés à la musique. C'est-à-dire que, évidemment, on n'achète plus de vinyle, ça c'est normal, je comprends. Enfin, il y a un petit peu de revival sur du vinyle, mais c'est vraiment une toute petite cible, vraiment très petite. Mais si tu veux, les objets dédiés à la musique sont de plus en plus rares, et donc du coup, je voulais faire un très bel objet que tu as envie de garder, que tu as envie de montrer, que tu as envie d'exposer, et puis quelque chose qui est assez imposant, parce que justement, j'avais beaucoup de choses à raconter. Il y a 70 interviews, c'est vrai que quand j'ai commencé à parler à des gens comme Laurent Garnier, ou des gens qui maintenant sont des gens qui sont professionnels, mais qui ont démarré grâce au forum que j'avais lancé dans les années 2000, Joris Delacroix, ou des gens comme ça, ou Voracles, ou des gens qui font des carrières internationales aujourd'hui, qui me disent merci, parce que quand tu as créé le forum, on a tous commencé à faire de la musique ensemble, on a acheté nos premières licences à faire de la musique, on a échangé à faire des maquettes. C'était pour moi aussi une façon de montrer que le fait de partager une passion, ça peut donner naissance à des vocations, et qu'après les gens deviennent des professionnels, ce qui est quand même incroyable au final, de se dire que le parcours d'avoir créé un petit forum HTML dans les années 2000 fait que ça a créé un espèce de vivier de passionnés qui au final vivent aujourd'hui de la musique, et c'est quand même la plus belle chose qui puisse t'arriver quand tu es passionné de la musique, c'est d'en vivre, quoi. C'est un vrai guide ce bouquin de plus de 500 pages, I Love My DJ Life de Joachim Garraud. Il y a une partie qui est importante dans ta carrière, et qui pour moi, ma génération, c'est par là que je t'ai découvert, à la fois via les podcasts et aussi via la musique, la partie où avec Guetta. Quand j'ai la chance d'être dans le livre, et quand tu m'as interviewé pour être dans le livre, je t'avais dit, j'avais osé te poser la question, mais est-ce qu'il y a eu des histoires avec David Guetta, parce que j'avais jamais eu l'occasion, et surtout en interview, j'avais jamais osé te poser la question, et j'ai attendu la sortie du livre, et dans le livre, tu l'expliques très bien, que cette histoire, cette période de potes, et on le disait avec Victor Nova. On s'est dit, qu'est-ce qu'ils ont dû se marrer à faire de la prod. On le sent et on le voit bien dans les photos, en mode on se prend dans les bras. Enfin, c'est vraiment bon enfant. Et après tu racontes aussi le fait que ça s'est arrêté naturellement. Non, mais c'était important pour moi je voulais pas faire je voulais faire un livre qui soit honnête et qui fasse un témoignage de ce qui s'est passé. Et c'est vrai que c'était bien de raconter les très bons moments, et puis les moments un peu plus douloureux. Et puis il y a même aussi une double page dans le livre qui sont mes échecs. J'ai quand même mis un point d'honneur à mettre en avant aussi des échecs, parce que ça fait partie d'une expérience globale de vie, quoi, tu vois. Mais c'est vrai que pour revenir à l'expérience, à la période David Guetta, c'était super. Pendant 9 ans, on a vraiment énormément rigolé. On a fait de la musique comme deux ados. De toute façon, c'est simple. Mon studio d'enregistrement, ça faisait 7 mètres carrés. Donc c'était une chambre d'ado, quoi, tu vois, c'est vraiment une chambre. Donc on était 2 ados qui faisaient de la musique, voilà. Et puis que ça fonctionne ou pas, que ça cartonne dans le reste du monde, pour nous, c'était incroyable, parce que ça naissait, la prod et la musique, il y avait la naissance de cette musique dans une petite pièce comme ça, rue de Rivoli. Et puis après, elle faisait le tour du monde. Mais pour nous, c'était un peu irréel, ce truc-là. Et on a passé beaucoup de bons moments, parce que David est quelqu'un de très, très marrant, et on a beaucoup rigolé.
Et est-ce que, question simple, mais est-ce qu'il a reçu le livre? Est-ce qu'il l'a vu? Alors pas encore, mais c'est en route, Ça va être sur les prochains. Ça va être sur les prochains. Ok, d'accord. Ok. Mais tu l'as recontacté? Tu l'as dit que tu... Oui, bien sûr, parce que je devais avoir justement un témoignage, mais il est arrivé un peu trop tard de Jean-Charles Carré, qui est encore le manager de David, et j'explique un peu toute l'histoire avec Jean-Charles. Mais le problème, c'est que Jean-Charles m'a envoyé le texte beaucoup trop tard et j'ai pas pu le publier. Bon, donc du coup, il y a une page que j'ai pas pu faire, tu vois. Mais oui, bien sûr, oui, c'est en route. Ouais. I Love My DJ Life, je vous le remontre. Il est là, il est massif, il est très beau, c'est un objet vraiment collector que je suis très fier d'avoir acheté. C'est au profit de la lutte contre le cancer. En plus de ça, moi, petite anecdote, moi dans ma famille, ma maman, pas que tu connais, mais que je t'ai souvent... J'ai vu une photo d'elle parce que tu l'avais mis derrière tes platines. Ouais, mes parents ont beaucoup entendu du Joachim Garraud, et ma maman aussi a eu des soucis de santé. Elle a eu plusieurs cancers. Elle est toujours là parmi nous. Je suis très fier d'elle. Et en plus de ça, c'est encore plus touchant quand tu m'avais dit que les profits de ce livre étaient pour la lutte contre le cancer. Donc c'est très important, et c'est tout à ton image, bien évidemment. Non, mais c'était en hommage à un ami, Fred Rister, que j'ai perdu en 2019, aussi, ouais. Avec qui j'ai fait beaucoup de musique. Et donc, j'avais déjà organisé une soirée au Rex. Je raconte tout ça dans le livre. Et puis, pour moi, c'est tout à fait logique, à partir du moment où on faisait des bénéfices sur ce livre-là, que ça aille à une cause, quoi, tu vois. Et donc, voilà. T'avais des anecdotes aussi, Victor Nova, avec Joachim Garraud, à Pacha La Pineda, il a des dossiers au Sound Factory. Il y avait des trucs qu'il avait pas envie de me dire. Il avait pas dit non, ça on pourra pas dire. Je pense qu'avec Joachim, on peut tout dire. Non, mais il y a eu pas mal d'anecdotes. Oui. La première, ça a été le contact. Je me souviens, c'était au Sound Factory, la première fois. Oui, à Lyon. À Lyon. Et Joachim arrive. Alors moi, on se connaissait pas. C'était la première fois que j'étais DJ résident du club, et puis j'étais aussi accessoirement DA. Donc je choisissais moi les DJ qui devaient venir mixer. Et comme tous les DJ résidents, tu te la pétais, c'est ça? Pas du tout. Mais alors pas du tout. J'ai commencé à me la péter une fois que j'ai connu Joachim Garraud. Donc bref. Et t'étais venu pour les balances. Alors, les balances, pour ceux qui écoutent, c'est le fait de venir répéter avant pour que le son soit bon, etc. Qu'il n'y ait pas un test, ouais. Un test. Et Claude, il me dit, alors voilà, Joachim, il arrive, hein, on arrive avec le van, on arrive. Alors oui, d'accord. Alors j'ai tout branché, etc. Tout bien, tout propre. Et tu es arrivé. Salut, bonjour. Alors bonjour. Commence à brancher le truc. Et tu m'as dit, tu es le résident? Je dis oui. Et tu m'as dit, bon, les résidents, je les connais, c'est pas toi la star. Et là, j'ai dit à Claude, ah ouais, il est cash comme ça. Il me dit, ouais, non, mais il est très gentil et tout. Et on avait passé une soirée d'enfer, quelqu'un d'adorable. Et en fait, je t'avais répondu à ça, j'avais dit, ah non, mais t'inquiète pas, moi j'aime tous les DJ que j'invite. En plus, je t'ai mis 2 poursuites au-dessus de toi qui vont t'éclairer quand tu vas faire du kétar. Ah bah ça, c'est très bien. Donc ça a été le premier contact. Je me souviens pas de ça, mais bon, c'est possible. Hein. Oui, non, mais parce que moi, ça faisait partie... Peut-être qu'il avait eu des mauvaises expériences. Quand t'enchaînes, moi, ça m'est arrivé aussi un petit peu, alors pas la même fréquence, mais ça m'est arrivé un petit peu quand t'enchaînes 2 dates dans 2 pays différents où c'est compliqué dans les voyages, etc. C'est vrai que quand t'arrives, t'as pas envie de taper la bavette avec le gars que tu connais pas. C'est normal. Et puis après, on a eu d'autres. Le Pacha, la Pineda. Oui, Pacha La Pineda, où il avait une résidence l'été. Donc moi, j'étais résident pendant 5 ans là-bas. Et je me souviens d'une soirée qu'on avait fait pour une soirée pour les Français. Et il nous avait placés sur la scène. On était sur la scène, sur le Pacha. Et à un moment, je mixe un morceau et j'entends gueuler les gens parce que évidemment, c'était une soirée française, c'était blindé. Et le Pacha, faut savoir que pour y avoir travaillé 5 ans, que la piste de danse devant nous faisait 2200 personnes. La capacité du club était de 7000 personnes. Et donc je mixe ce fameux morceau juste avant que Joachim prenne les platines. C'était un bon petit quart d'heure avant.
J'enchaîne un morceau, j'entends les gens gueuler. Et je dis, waouh, le morceau que j'ai choisi, il est super, sauf que c'était Joachim qui arrivait derrière moi. Et c'est pas toi la star, il l'a dit. Non. Et du coup, je me suis retourné et il m'a pris, et je me souviens, tu m'as pris dans tes bras, il y avait Benjamin qui t'accompagnait. Et tu me dis, dès que je suis rentré dans le club, j'ai senti l'électrique, enfin l'atmosphère électrique. Je pense qu'on va passer une bonne soirée. Et on a passé une soirée de fou. Et c'était 2 fois par été. Donc on s'est vu pendant 5 ans en plus, 2 fois par été. Donc il y a eu des anecdotes par dizaines. J'avais fait aussi une très bonne anecdote qui quand je la raconte, me donne les frissons. C'est quand j'avais ouvert ton festival Inox Park 5. Oui. J'avais ouvert le festival et derrière moi, il y avait un copain à toi, canadien, Marco Grenier. Voilà. Oui. J'avais oublié le nom. Et alors là, ça a été le truc quand je le raconte, j'en ai encore des frissons parce que je finis mon set, il y a Marc qui devait enchaîner derrière moi et Joachim apparaît sur la scène. Il apparaît derrière moi. Il est sorti de la soucoupe. Il prend le micro et il dit aux gens qui commencent à gueuler parce qu'ils voient Joachim Garraud, évidemment. Et il dit, aujourd'hui, sur la scène de l'Inox Park 5, vous n'aurez que des amis. J'avais les frissons et j'ai dit, oh là, et les gens se sont mis à gueuler. Marco, du coup, a commencé à jouer. Et puis, c'était une expérience formidable. Ah oui, Electric Park, Inox Park, c'est des bonnes expériences. C'est pour ça que j'étais content de mettre ça dans le livre aussi, d'expliquer un peu la production d'un festival et l'évolution d'un festival. Ouais. Il est là le festival en septembre, mais il est de retour aussi. Le 5 et 6 septembre, ouais. 2 jours, 5 et 6 septembre, ouais. On fait. Si tu sais pas quoi faire, le 5 et 6 septembre, on y va. 5 et 6 septembre, je crois que. Alors, pour le coup, je crois que je suis au Maroc. J'irai parce que je suis jamais allé. Moi, en tant que fan de Joachim Garraud, j'ai jamais eu le temps. À part forcément, on travaillait les week-ends. Mais si je suis dispo, promis, on vient. Bah oui, grave. Vous étiez bienvenus alors là. Bah oui, grave. Joachim Garraud, c'est une machine. C'est la machine la plus humaine que je connaisse. Oui. Vraiment, je suis pas du tout objectif avec Joachim Garraud parce que je suis fan de Joachim Garraud depuis qu'on m'a offert un iPod. Donc Joachim, je suis pas venu avec la boîte, mais je vais faire une vidéo que je vais balancer sur mes réseaux avec des archives parce que j'ai retrouvé des archives vidéo, t'as pas idée, où je suis là avec un vieux là mais faut que je te les envoie. Je suis avec un vieux piano et je suis en train de faire Love Is Gone avec un guitare de fortune. Non mais vraiment, je suis vraiment à des années-lumière d'être un musicien, mais je me prenais pour Joachim Garraud et c'était vraiment le gamin qui était fan et qui est toujours fan. Et franchement, merci Joachim au nom de tous les Space Invaders d'avoir créé ce bouquin. I Love My DJ Life, allez l'acheter, c'est très important. Même si vous n'êtes pas fan de Joachim Garraud, il faut l'acheter quand même parce que il y a plein d'informations qui sont très très importantes pour toutes les futures générations. Et je suis trop fier d'être à la fois dedans et de l'avoir acheté parce que toutes les infos qu'il y a dedans, elles vont nous servir, elles vont servir aussi toutes les futures générations. Et alors Joachim, après ça il va se reposer. Non mais après ça, parce qu'il faut qu'il y ait une suite. Non mais là, tu sais que c'était bien emmerdé. Merde. C'était très compliqué d'arrêter d'écrire parce que comme j'avais des projets en cours dont je voulais vraiment parler, mais le problème c'est qu'il y a des fois tu as besoin d'avoir la validation du contrat ou tout ça, tu vois. Et là, j'avais 2 projets 2026, dont un qui me tenait vraiment à cœur, qui était vraiment, ça faisait plusieurs années que je travaillais sur ça. Et puis là, j'ai eu la réponse au mois de mars, donc trop tard. Enfin là, tu vois, j'ai eu la réponse au 1er mars, donc hier, tu vois. Et c'est dommage que j'aurais aimé pouvoir mettre dans le livre qu'en 2026, je préparais ce truc-là. Mais bon, je pouvais pas en parler. C'est un peu trop tard, malheureusement, pour le mettre dans le livre. Il a fallu un moment que j'arrête, quoi, tu vois, d'écrire. Ouais. Mais ce que je me dis, parce que depuis que j'ai arrêté d'écrire juste avant Noël, parce qu'il fallait que j'arrête le 25 décembre pour envoyer sûrement à l'imprimerie, dans les délais. Puis le temps que les livres soient fabriqués, parce que
La première édition, on a mis 5 ou 6 semaines à ce que ce soit fabriqué, parce que c'est un gros livre, comme tu l'as compris. Donc, ça prend pas mal de temps. Donc, je me suis arrêté d'écrire en décembre. Et puis, après, en janvier, j'ai eu des bonnes nouvelles qui sont arrivées. Et puis là, en mars, fin février-mars, j'ai eu 2 trucs qui sont arrivés. Je me suis dit, dommage que ça soit pas arrivé plus tôt. J'aurais fait 30 pages de plus. Bon, ok, le bouquin aurait été encore plus gros, mais j'aurais eu ça dedans. Donc, la solution, je me dis, c'est que si je fais une réimpression, peut-être l'année prochaine, je ferai peut-être une mise à jour en rajoutant quelques pages, un petit chapitre. Et Joachim, il a sorti un album, son premier album, il a fait 500 éditions. Après, il a fait une version rouge, une version jaune, version carbone. Non, mais tu peux. Ouais. On le sait, Joachim, que tu vas ressortir le bouquin et qu'il va y avoir. Tu peux faire un tome 2. Voilà, on le sait. Bon, on va le prendre. Tu peux faire un tome 2. Non, ça sera un remix. Si je sors, ça sera un remix. Un remix, ça, c'est l'extended version. C'est un remix. Il va faire un remix du livre. Pour être sérieux, je travaille sur une nouvelle version, mais la nouvelle version, c'est une version en anglais. C'est la version internationale qui sortira à la fin de l'année. Et la version pour la Fnac. Je travaille avec un éditeur là. Et la version pour la Fnac, elle va se faire. On est en négociation avec eux là. Pour venir, on parle avec les gens de la Fnac pour savoir s'ils sont intéressés pour justement qu'on puisse on puisse sortir une édition avec eux. Mais bon, c'est des termes un peu techniques pour la Fnac. C'est que la Fnac, 89 €, c'est très cher pour eux. Ouais, bien sûr. Pour eux, c'est cher parce qu'ils n'ont pas l'habitude de vendre des livres aussi chers. Et donc, ils me demandent de réduire, et puis j'ai pas envie d'enlever des pages, et puis j'ai pas envie de réduire le format. Enfin, tu vois, il y a des petits trucs comme ça. Bon, pour l'instant, voilà. Enfin, on est en discussion, mais qu'importe, parce que de toute façon, moi, j'ai mon réseau via l'imprimerie, et donc du coup, on imprime, on a refait un nombre suffisant, en tout cas pour continuer à ce que les gens puissent obtenir leur exemplaire. Et puis, on fera une version anglaise, enfin une version internationale qui, j'espère, sortira avant la fin de l'année, parce que là, c'est un gros travail, parce que non seulement il faut réécrire tout le livre, ça c'est pas trop un problème aujourd'hui, mais il faut surtout refaire l'intégralité de toutes les vidéos pour qu'elles soient en anglais. Donc là, c'est un travail de dingue, parce que dans les 60 heures de vidéo, il faut t'es obligé de sous-titrer certaines, il faut doubler certaines. Enfin, c'est un travail de dingue, quoi. Mais bon, merci beaucoup, Joachim, d'être passé sur Radio Scoop. On pourrait. Merci Radio Scoop. En fait, quand j'ai préparé cette interview, je me suis dit tiens on va parler aussi radio, parce qu'on est quand même une radio et t'as plein d'anecdotes autour de la radio. Et on refera une interview spécialement pour la radio, parce qu'il y a des tas de choses à dire. Mais ce que j'avais envie que les gens retiennent, c'est que ce livre est très important pour nous, les DJ, mais pas que, les animateurs radio, et aussi tous ceux qui sont dans la famille, dans le cercle de la musique électronique. Et il y a plein de gens qui sont dans ça, et de près ou de loin, donc c'est très important. Allez vous procurer I Love My DJ Life, voilà. C'est très important d'aller l'acheter. C'est au profit de la lutte contre le cancer. Merci beaucoup, Joachim, m'avoir accordé du temps. Merci pour l'invitation. Merci à vous deux. Merci à vous deux de m'avoir reçu dans des très bonnes conditions. Et merci beaucoup d'avoir si bien apprécié, d'avoir apprécié autant le livre que moi j'ai apprécié à l'écrire. C'est clair. C'est toujours agréable, ça. Merci. À bientôt. Merci, Jo.